La guerre de sécession est le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Le bilan s'élève à près de 800 000 morts parmi les soldats, civils et esclaves. Pour vous donner une idée, cela représente près de 9 fois les pertes américaines lors de la guerre du Vietnam. La guerre de sécession oppose les États de l'Union du Nord aux États confédérés du Sud. Elle dure 4 ans, du 12 avril 1861 au 9 avril 1865, et se termine par la victoire des États du Nord et l'abolition de l'esclavage. Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui gros plan sur ce conflit qui a déchiré les États-Unis et dont les conséquences sont toujours visibles dans la société américaine. De l'achat de la Louisiane à la France en 1803 jusqu'au territoire cédé par le Mexique en 1853, l'histoire des États-Unis se lit principalement d'est en ouest. C'est la période de la conquête de l'Ouest, de l'expansion sur les territoires occupés par les tribus amérindiennes. Avec la guerre de sécession, on change radicalement d'axe. L'histoire des États-Unis se cristallise désormais autour des rivalités entre le Nord et le Sud. Les causes de cette guerre civile sont multiples, politiques, économiques et culturelles. Petit retour en arrière. En 1776, les 13 premières colonies de l'Empire britannique en Amérique du Nord donnent naissance aux États-Unis. Elles signent la déclaration d'indépendance le 4 juillet, date retenue comme jour de fête nationale. À peine ont-elles fini de lutter pour leur indépendance qu'on voit apparaître les premières sources de conflits. Très vite, 2 courants politiques se forment parmi les pères fondateurs de la nation américaine. Il y a ceux qui, comme Alexander Hamilton, sont favorables à un État fédéral fort, et ceux qui, à l'instar de Thomas Jefferson, plaident pour le moins possible d'État. C'est une première ligne de fracture au sein de la société américaine. Second problème, l'économie. Elle se développe de façon très différente au nord et au sud. Déjà, le nord est beaucoup plus peuplé. En 1860, à la veille du conflit, la population des États-Unis se compose de 31 millions d'habitants, 22 millions au nord et 9 millions au sud. Et parmi les 9 millions d'Américains vivant au sud, on ne compte pas moins de 3,5 millions d'esclaves noirs, soit plus d'un tiers de la population du sud. L'économie du nord est tournée vers le capitalisme et le développement industriel. Les États du nord mettent en avant l'esprit d'entreprise et offrent davantage de mobilité sociale. L'économie du sud repose sur les cultures du coton, du tabac et du riz. C'est une société rurale très hiérarchisée, dominée par une aristocratie de planteurs et basée sur l'exploitation servile des Noirs. À cette époque, les machines agricoles n'existent pas ou peu, et le besoin de main-d'œuvre est énorme. Pour les notables du Sud, c'est simple, l'esclavage résout le problème. Ils le défendent comme une institution voulue par Dieu. En 1860, le coton représente 60% des exportations des États-Unis. Pour écouler sa production à l'étranger, le Sud joue la carte du libre-échange, contrairement au Nord qui est protectionniste, car le Nord, en cours d'industrialisation, veut se protéger contre les importations bon marché en provenance d'Europe. On a donc 2 logiques économiques différentes, industrielle et protectionniste au Nord, libre-échangiste et esclavagiste au Sud. C'est dans le Nord que se développe le courant abolitionniste qui veut supprimer l'esclavage. Le Sud, lui, est soucieux de ne pas modifier les rapports de force lors de l'entrée de nouveaux États dans l'Union. Durant la conquête de l'Ouest, il demande aux nouveaux États de légaliser l'esclavage dans leur constitution interne. Les points de friction ne manquent donc pas. Plusieurs compromis sont adoptés pour apaiser les tensions, comme le compromis du Missouri. Cet accord prévoit le maintien d'un équilibre entre Nord et Sud au Sénat américain, en intégrant simultanément un État esclavagiste, le Missouri, et un État anti-esclavagiste, le Maine. En 1850, un nouvel accord voit le jour pour préserver l'Union. C'est le compromis Clay. Il stipule que la Californie, qui se situe au sud des États-Unis, peut intégrer l'Union en tant qu'État anti-esclavagiste. En échange, les États du Nord s'engagent à restituer tout esclave fugitif aux États du Sud. Quant aux territoires nouvellement acquis comme le Nouveau-Mexique et l'Utah, leur sort sera décidé ultérieurement. On le voit, les politiciens font preuve d'une certaine imagination pour contenter chaque camp, mais le mouvement en faveur de l'abolition de l'esclavage prend de l'ampleur, de façon inexorable. En 1854, la loi Kansas-Nebraska abroge cependant les limites de la diffusion de l'esclavage fixées auparavant dans le compromis du Missouri. Les abolitionnistes sont furieux. Ils créent le Parti républicain. Son objectif, freiner l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires. En 1858, Abraham Lincoln, républicain mais pas encore président, met en avant le danger de désunion des États-Unis sur la question de l'esclavage. L'opposition entre les États du Nord et du Sud s'accentue. Le point de non-retour est atteint en 1859 dans la petite ville d'Harper's Ferry, en Virginie. John Brown, un abolitionniste américain, organise une tentative de soulèvement d'esclaves.
Lors de l'attaque d'un arsenal fédéral, il est grièvement blessé, arrêté et condamné à mort. John Brown est exécuté par pendaison le 2 décembre 1859 et devient le symbole de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Lors des élections du 6 novembre 1860, Abraham Lincoln est élu grâce aux voix du Nord et devient le 16e président des États-Unis. Les États du Sud sont de leur système esclavagiste menacés par la présidence d'un républicain. Le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud décide de faire sécession, c'est-à-dire de sortir de l'union existant avec les autres États. C'est le début d'un effet domino. Le 9 janvier 1861, c'est au tour du Mississippi de quitter l'Union. La Floride fait de même le 10 janvier, puis l'Alabama le 11, la Géorgie le 19, la Louisiane le 26 et enfin le Texas le 1er février. En l'espace d'un peu plus d'un mois, 7 États américains, tous du Sud, décident de quitter l'Union. Ils forment les États confédérés d'Amérique. Les États du Sud se dotent d'une constitution provisoire et élisent Jefferson Davis comme président. Abraham Lincoln refuse la division des États-Unis. La situation s'envenime sur fond de manœuvres politiques visant à séduire les États esclavagistes qui demeuraient encore dans l'Union. Le 12 avril 1861, à l'aube, les Confédérés déclenchent les hostilités en bombardant le fort Sumter, un bastion fédéral situé à l'entrée de la baie de Charleston en Caroline du Sud. Après 34 heures de bombardement, le commandant de la garnison unioniste est contraint de capituler. C'est le début de la guerre de sécession. Curieusement, le bombardement de Fort Sumter ne fait aucun mort, ni d'un côté ni de l'autre. Ce ne sera malheureusement pas le cas des combats qui suivront durant 4 années. En réaction à l'attaque de Fort Sumter, le président Lincoln décrète l'état d'insurrection et mobilise 75 000 hommes. Les États-Unis sombrent dans la guerre civile. Suite à la mobilisation décrétée par Lincoln, 4 autres États et un territoire rejoignent les sudistes: l'Arizona confédéré, l'Arkansas, la Caroline du Nord, le Tennessee et la Virginie. La Virginie est un État important. C'est l'État le plus peuplé et le plus industrialisé du Sud. Richmond, la capitale de la Virginie, devient d'ailleurs la capitale de la Confédération. Elle est distante d'à peine 155 km de Washington. Comment réagissent les puissances européennes à cette guerre? Les États du Sud sont fortement dépendants de leur commerce avec les pays européens pour financer leur effort de guerre. C'est pourquoi, le 19 avril 1861, Lincoln met en place un blocus maritime des côtes du Sud pour empêcher les exportations de marchandises et le ravitaillement de la Confédération. Un blocus pas facile à réaliser, il y a 4800 km de côtes à surveiller. De leur côté, les sudistes tentent de se faire reconnaître par les gouvernements français et britanniques, mais sans succès. La France, à l'époque le Second Empire français, est officiellement neutre, tout comme le Royaume-Uni. Même si le coton des États du Sud est très demandé, les échanges économiques avec le Nord se développent dans les deux sens. La France importe du maïs et exporte du vin et de la porcelaine vers les États-Unis. En fait, la neutralité est l'option politique la plus pragmatique, car une reconnaissance des États confédérés signifierait la guerre avec les États du Nord, ce que ne souhaitent ni la France ni le Royaume-Uni. Alors, quelles sont les forces en présence? Au début du conflit, les États-Unis ont une armée très réduite. Elle se compose d'à peine 16 000 hommes, un chiffre très faible comparé à l'étendue du territoire. La situation change complètement lors de la guerre civile. Les armées sont improvisées dans chaque camp. Les États du Nord mobilisent 2 200 000 hommes. Les États confédérés disposent d'1 million de soldats sudistes. Les États du Sud ne partent donc pas avec les faveurs du pronostic, surtout si on y ajoute leur infériorité industrielle et technique. Pourtant, les confédérés vont résister pendant 4 ans avec acharnement. Comment l'expliquer? Il y a plusieurs raisons. D'abord, une raison logistique. Il faut équiper les soldats en vêtements, fusils et armements. Il faut les nourrir et leur fournir des moyens de transport, les chevaux, chariots, trains et bateaux. Même si le Nord dispose de beaucoup plus de ressources que le Sud, cela prend du temps pour fabriquer les équipements et organiser la logistique sur un territoire aux dimensions d'un continent. Surtout que le Nord se bat principalement en territoire ennemi. Ensuite, il y a les ports. Les Confédérés disposent de plusieurs ports d'envergure comme la Nouvelle-Orléans, Mobile, Charleston et Wilmington. Des ports grâce auxquels ils peuvent se ravitailler. Enfin, il y a le général Lee, le meilleur stratège des forces sudistes. Il va remporter de nombreuses batailles contre des armées nordistes disposant de plus de soldats. Les soldats sudistes sont plus aguerris, plus opiniâtres, car ils se battent pour défendre leur territoire. Et les officiers sudistes sont plus compétents que leur équivalent nordiste, du moins au début de la guerre. Au sein de l'Union, les soldats proviennent de tous les horizons. Près d'un soldat sur 4 est d'origine étrangère. Souvent des immigrés européens, des Allemands ou des Irlandais. Des ouvriers, des fermiers, des trappeurs, bref un patchwork très hétéroclite commandé par le général Ulysses Grant. Pour vaincre les Confédérés, le Nord poursuit 3 objectifs.
bloquer les ports du Sud, conquérir la vallée du Mississippi et séparer les territoires de l'Ouest du reste de la Confédération. C'est le plan Anaconda. L'idée est d'encercler le Sud pour le couper du reste du monde et l'empêcher de se ravitailler, de l'asphyxier progressivement comme le serpent. Ce plan a deux inconvénients. Au début, l'Union ne dispose pas de suffisamment de navires pour faire respecter le blocus. Ensuite, le plan Anaconda n'est pas très populaire parmi l'opinion publique. Les opposants préfèrent une attaque frontale par voie terrestre, dirigée contre Richmond de la capitale confédérée. Ils pensent que la prise rapide de cette ville symbolique suffira à faire tomber l'enthousiasme des confédérés. Avec le recul, on peut dire que le plan Anaconda a fonctionné, même si cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. 4 années au cours desquelles les deux camps se sont livrés plus de 380 batailles. Pas seulement sur terre, sur mer aussi. En 1861, l'Union impose le blocus naval. Les 8 et 9 mars 1862, on assiste à la première bataille navale entre cuirassés, opposant le Moniteur de l'Union au Merrimack des Confédérés. Le combat se termine sans vainqueur, mais va révolutionner les méthodes du combat naval. Les 6 et 7 avril 1862, les Confédérés et les soldats de l'Union s'affrontent lors de la bataille de Shiloh dans le sud-ouest du Tennessee, un carnage qui fait 24 000 victimes. Le 17 septembre de la même année se déroule la bataille d'Antietam, dans le Maryland, sur le territoire de l'Union. Cette bataille fait près de 23 000 morts, blessés, prisonniers ou disparus, en l'espace d'une seule journée. Mais la bataille décisive, celle considérée comme le principal tournant de la guerre, se déroule du 1er au 3 juillet 1863 en Pennsylvanie. Il s'agit de la bataille de Gettysburg. Elle se solde par la victoire des nordistes et 46 000 victimes, réparties plus ou moins à parts égales entre les deux camps. Cette bataille met fin à l'invasion des États du Nord par les troupes confédérées. Parallèlement, le général Ulysse Grant de l'Union suit la vallée du Mississippi avec son armée et assiège le port de Vicksburg. La prise du port le 4 juillet 1863 est également un tournant dans la guerre de sécession. La Confédération se trouve désormais privée de ses bases de ravitaillement du Texas et de l'Arkansas. Les défaites combinées de Gettysburg et Vicksburg sonnent le glas des espoirs sudistes de remporter la guerre et d'obtenir la reconnaissance des puissances européennes. Plus la guerre se prolonge, plus la balance penche en faveur de l'Union en raison de ses ressources humaines et industrielles. La résistance obstinée des sudistes prolonge la guerre pendant 2 ans, mais l'issue ne fait plus guère de doute. En novembre 1864, le général Sherman de l'armée nordiste conduit une expédition incendiaire à travers les États du Tennessee et de Géorgie, détruisant les installations industrielles et ruinant l'économie du Sud. Une expédition qui se conclut victorieusement le 21 décembre avec la prise du port de Savannah. Il poursuit ensuite sa marche avec succès en Caroline du Nord. Le 9 avril 1865, le général Lee et son armée sudiste capitulent à Appomattox en Virginie. C'est la fin de la guerre de sécession. C'est en tout cas la date généralement retenue. Il y aura encore d'autres combats entre nordistes et sudistes, mais l'armée de Lee était la plus importante, et sa capitulation entraîne par un effet de domino la reddition des autres armées sudistes sur le territoire américain. Le président Abraham Lincoln ne survit que 5 jours à la fin de la guerre. Le 14 avril 1865, il est abattu par un sympathisant sudiste dans un théâtre de Washington. Le bilan humain de cette guerre civile est effroyable. 654 000 morts parmi les soldats, plus de 400 000 blessés. Les morts causées par les maladies sont 2 fois plus nombreuses que celles occasionnées par les blessures. 50 000 civils ont également perdu la vie, ainsi que 80 000 esclaves afro-américains, selon les estimations les plus basses. La guerre de sécession est le premier conflit marqué par l'ampleur des ressources mobilisées, l'utilisation de cuirassés, l'apparition des tranchées et la stratégie de terre brûlée. À ce titre, c'est une guerre charnière entre les conflits de l'Ancien Régime et les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Le Sud est ruiné. Le gouvernement fédéral entreprend une politique de reconstruction du pays, encadrée par un gouvernement militaire dans chaque État du Sud. Les États sudistes sont ensuite progressivement réintégrés dans les États-Unis. Au niveau politique, l'esclavage est aboli par un amendement de la Constitution. Au début de la guerre civile, le problème de l'esclavage était une préoccupation secondaire. Il fallait avant tout préserver l'Union et éviter la sécession. L'abolition de l'esclavage est ensuite devenue le moteur de la guerre. Grâce à la victoire du Nord, 3,5 millions d'esclaves noirs sont affranchis. Le droit de vote leur est accordé. Mais la ségrégation raciale ne disparaît pas. Le Ku Klux Klan voit le jour à la fin de la guerre. Il revendique la suprématie des Blancs et terrorise les esclaves noirs libérés par la violence. En outre, le Sud adopte rapidement des lois pour entraver les nouveaux droits constitutionnels reconnus aux Afro-Américains. Aujourd'hui,
la guerre de sécession reste profondément ancrée dans la mémoire collective américaine. Plus de 150 ans après ce conflit, la ségrégation raciale n'a toujours pas disparu aux États-Unis. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à poster un commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes de Major Moustache. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.